Bonjour à toutes et à tous. C'est dans la moelle osseuse que sont fabriqués les éléments qui composent le sang, comme les globules blancs ou rouges et les plaquettes. Du 10 au 18 mars, c'est la 13e semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse. Les raisons de cette actualité et de ce don, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale de C'est notre santé. Notre invité aujourd'hui est le professeur Mohamed Mohty, chef du service d'onco-hémato à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Précisons que l'hématologie est la science qui s'occupe du sang et l'onco-hématologie traite, elle, des cancers du sang. Bonjour, Mohamed. Bonjour. Alors, votre service est un des plus importants du pays. Ça signifie combien de collaborateurs et de malades ? On a beaucoup de collaborateurs, on a beaucoup de malades, non, malheureusement. Ça, c'est pas précis. Vous êtes un homme précis. C'est-à-dire, c'est combien de personnes On a une vingtaine de médecins seniors. Et puis des malades, on a 1 millier de nouveaux malades avec des cancers du sang par an. Donc vous traitez dans votre service 1 millier de cancers du sang chaque année. Environ, oui. C'est donc un cancer qui est quand même assez fréquent. Alors, tout dépend ce que vous appelez fréquent. En réalité, il est vrai que si on veut être précis, comme vous dites, les cancers du sang, c'est quoi? Les plus fréquents, ce sont les lymphomes, c'est-à-dire les cancers des ganglions. Il y a aux alentours de 10 000 nouveaux cas par an en France. Il y a les leucémies aiguës, par exemple, 3 à 4 000 cas. Il y a les myélomes multiples, le cancer des os. Il y a à peu près 3 000 nouveaux cas. Donc, c'est important quand vous mettez tout ça ensemble. Bien sûr, on est nettement en dessous du cancer du sein, du cancer de la prostate, des cancers digestifs. Mais aussi dans votre discipline, il y a eu beaucoup d'enfants touchés, donc ce qui a fait que c'est un cancer très emblématique. Le leucémie de l'enfant, pendant très longtemps, c'était des enfants qui mouraient, puis vous avez réussi à les soigner. Aujourd'hui, vous avez des chiffres quand même ahurissants de guérison par rapport à des maladies qui étaient mortelles il y a encore, on va dire, 40-45 ans. C'est vrai que les cancers du sang en général, et on pense souvent aux leucémies aiguës, sont assez mythiques, je dirais, pour plusieurs raisons. Comme vous le soulignez, c'est le fait que ça touche des enfants, donc, et ça c'est quelque chose d'important, mais aussi parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le pronostic, le devenir de ces malades était assez effroyable. C'était des mots un peu très durs à prononcer. Mais c'est vrai, vous le soulignez, le traitement de la leucémie aiguë de l'enfant est une véritable épopée, c'est une révolution quand on regarde. France d'ailleurs, né en France. Absolument, absolument, vous avez raison, on peut être fier, on critique beaucoup de choses dans notre pays, mais de temps en temps, je crois, qu'on peut se réjouir et se féliciter. Quand vous regardez dans les années 50, les années 60, ce que c'était la survie d'un enfant atteint d'une leucémie aiguë, ce qu'on appelle les leucémies aiguës souvent lymphoblastiques, chez les enfants, les LAL, dans le jargon médical. Aujourd'hui, on est à des taux de guérison supérieurs à 90%, voire plus. Donc, c'est une révolution. Alors, vous avez une démarche originale avec nous, puisque vous allez vous habituer à voir le professeur Mohty, c'est-à-dire de dire, il faut qu'on vienne expliquer tout ça aux gens. Il ne suffit pas d'être un grand médecin, et je confirme que je vous vois dans tous les grands congrès et que vous êtes une des sommités, si j'ose dire, de votre discipline, mais vous êtes là aussi pour nous dire il faut qu'on explique, il faut que toutes ces choses-là soient claires. Je crois que c'est important. Le malade est un acteur de sa maladie, c'est notre interlocuteur quand même privilégié. Pour moi, on ne peut plus concevoir la médecine que l'on fait aujourd'hui, une médecine moderne, une médecine de pointe, une médecine qui doit être humaine. On ne peut plus la concevoir sans ce partenariat très rapproché avec le malade. Et si vous voulez un partenariat équitable, il va falloir avoir accès à l'information. Parce que le malade qui n'est pas informé, là, il y a clairement un déséquilibre dans la relation. Alors, prenez l'habitude de ces rendez-vous qui sont mensuels. Et là, pour cette première émission de Fréquence Hémato, vous avez voulu parler de la greffe de moelle. Alors, quand on dit greffe de moelle, ma question va vous
Cette précision va vous paraître un peu stupide, mais greffe de moelle ne veut pas dire de moelle épinière. Les gens se disent, oh là là, on va me toucher à la moelle épinière, c'est la moelle osseuse. Absolument, absolument. Je crois que c'est une précision qui mérite d'être faite tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y a une confusion parfois entre moelle osseuse et moelle épinière. Moelle osseuse, comme vous l'avez dit en introduction, c'est l'usine qu'on a à l'intérieur des os et qui va fabriquer les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. La moelle épinière, c'est le système nerveux. Et comme je dis toujours de façon très vulgarisée, la moelle osseuse, c'est le pot-au-feu, c'est l'os, c'est ce que vous voyez dans les os et qui est d'ailleurs assez sanguinolent. Alors, quand vous dites greffe de moelle, parce que j'ai dit au début que la moelle osseuse fabriquait tous les éléments du sang, donc on comprend que quand il y a un cancer du sang, c'est là que ça se passe. Greffe du moelle, on se dit, mais comment ils vident tous les os de leur moelle comment ça se passe? Non, alors c'est vrai que à qui d'abord on fait une greffe de moelle? Et quand on parle de greffe de moelle, on va se focaliser sur ce qu'on appelle les allogreffes, c'est-à-dire où on prend la moelle de quelqu'un d'autre. En gros, vous avez un cancer du sang, donc un cancer de la moelle osseuse. Et là, tous les os sont atteints. Et là, c'est pas un os qui est atteint. C'est pas l'os, c'est ce qui est à l'intérieur de l'os. C'est la moelle osseuse. Mais la moelle osseuse de tous les os. Absolument, puisque sa particularité, c'est un organe liquidien. C'est vrai que quand vous faites un greffe d'organes, vous faites une greffe de cœur, de rein, vous changez les organes, transplantation. Là, malheureusement, on ne peut pas aller aspirer à la seringue la moelle osseuse. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On la tue. Vous commencez par tuer la moelle. Exactement. Et on la tue, il n'y a pas 56 solutions aujourd'hui, grâce à la chimiothérapie et aux rayons. D'accord. Et là... Systématiquement, rayon, chimiothérapie Pas forcément. Il y a différentes combinaisons, mais ce sont les outils. Absolument. Mais, alors, la moelle, on a bien compris qu'elle sert à plein de choses. Donc, comme elle continue à servir quand vous l'avez tuée, c'est pour ça que vous mettez les gens dans des cellules d'isolement. Absolument. En fait, alors, ce n'est pas vraiment des cellules d'isolement. Ah ben, on a tous vu les films où... Il ne faut pas faire peur aux malades. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Ce sont ce qu'on appelle des chambres protégées. Pourquoi? Parce que vous le soulignez bien, on a tué cette moelle osseuse. On a tué en particulier les globules blancs. Toutes les défenses de l'organisme. On a ce qu'on appelle une aplasie, c'est-à-dire il n'y a plus de production de globules blancs. Les globules blancs, c'est quoi? Ce sont les soldats de l'immunité. C'est ce qui nous défend contre les infections. Donc ça veut dire que si vous êtes dans cette chambre et si quelqu'un rentre avec une bonne grippe ou une autre, vous allez tuer le malade. Pas bon. Ouais, pas bon. Dans le langage médical, pas bon. On n'espère pas le tuer, mais en réalité, justement... Il est incapable de se défendre. Le malade est incapable de se défendre. D'où l'importance de le protéger dans un environnement particulier. Et cette fameuse chambre protégée, c'est quoi? Allez, on va un peu enlever le mythe autour de ça. Ce n'est pas une cellule, ce n'est pas une prison, c'est simplement un équipement particulier où il y a une filtration de l'air telle qu'il n'y a plus de champignons, par exemple, résiduels qui peuvent infecter le malade. Il y a des règles d'hygiène, de lavage de mains, il y a le port des masques. Et l'air a plutôt tendance à sortir qu'à rentrer. Absolument. Vous êtes en pression. Parce que quand on a un système immunitaire normal et qu'on n'a pas de maladie, on respire. Ça dure combien de temps? Plein de choses. Oui, excusez-moi, mais ça dure combien de temps Alors, en fonction des chimios et des rayons qu'on donne aux malades, il faut compter 1 mois d'hospitalisation, en général, en moyenne, ce qui est beaucoup. Hein. La famille peut venir? La famille peut venir. Elle fait comment? Elle parle au téléphone ou elle... Non. Aujourd'hui, encore une fois... On peut rentrer dans les chambres? On peut rentrer dans les chambres. Il y a quelques mesures à respecter, comme le port du masque, des gants, les charlottes, les surchaussures. Donc, quand c'est un tout petit, ça pose moins de problèmes qu'autrefois. C'est-à-dire que... Absolument. Je crois que c'est très important de faire passer le message que aujourd'hui, les chambres où séjournent les malades greffés de moelle ne sont plus celles d'il y a 30 ans. Si par hasard, il y a un microbe qui rentre et qui atteint, si c'est une bactérie, vous avez des antibiotiques, mais vous arrivez à sortir de situations catastrophiques comme ça? Absolument, absolument. Aujourd'hui, quand on regarde la toxicité et je dirais la mortalité, enfin les effets secondaires qu'on rencontre dans les allogreffes de moelle, il y en a nettement moins que ce qu'il y avait il y a quelques années. D'abord, grâce au progrès des antibiotiques, comme vous dites, donc on a une armada
de médicaments d'antibiotiques anti-champignons. On a de médicaments antivirus, donc tous les Tout germes. ça, vous donnez systématiquement. Dites-moi, c'est un bombardement assez difficile à supporter pour l'organisme. Ah bah ça c'est clair, on déclare l'état d'urgence. Ouais. Et Mais est-ce que le corps en ressort grandi, c'est-à-dire une fois que vous mettez cette nouvelle moelle, est-ce que d'un seul coup c'est l'euphorie de défense du corps? Non, Non. justement. Aujourd'hui, vous injectez votre moelle, parce qu'on n'a pas parlé comment on l'a fait. Ouais. Alors, ce n'est pas une chirurgie. On n'est pas, les greffeurs de moelle, ce n'est pas des chirurgiens. C'est comme une transfusion. Vous transfusez le greffon, et là, ce greffon, il est intelligent. Il va aller se nicher à la place de l'ancienne moelle. Ah oui. C'est un peu comme vous semez du gazon. En réalité, qu'est-ce que vous faites? La greffe de moelle, si je veux être caricatural, il faut être bon jardinier. Ouais. Ça veut dire, vous préparez votre terrain, votre jardin. C'est un peu mon désherbant, la chimio, les rayons. Je sème. Quand je sème, c'est j'ai injecté, j'ai transfusé mon greffon. Mais quand vous semez votre pelouse, elle ne pousse pas le lendemain. Il faut quand même 2-3 semaines. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous l'arrosez un peu, vous mettez de l'engrais. Le malade, il est dans sa chambre protégée. Je l'arrose avec des antibiotiques. Et vous contrôlez quoi? Vous contrôlez un peu si ça redémarre? Absolument. On regarde. Vous regardez bien votre pelouse qui pousse. On regarde, on voit d'un seul coup les globules blancs qui commencent à arriver. À quel moment vous dites, ça y est, on peut sortir de la chambre? Il faut un chiffre minimum et puis on sort. Néanmoins, je reviens sur votre pelouse. Elle n'est pas parfaite du premier jour. Donc, il y a tout un travail où la moelle va mettre du temps pour... Vous n'avez pas... Alors, vous n'avez pas enlevé la cause, là. Vous avez enlevé vous êtes occupé des conséquences. Qu'est-ce qui garantit que votre moelle nouvelle, quand elle va être réensemencée, la cause ne va pas... Très bonne question. Alors, il y a deux aspects. D'abord, la moelle nouvelle que vous avez injectée, par définition, elle est libre, elle est propre. Il n'y a pas de cellules cancéreuses. D'accord. Donc, vous avez mis un nouveau moteur qui, lui, marche bien. Autre élément, et c'est là où il y a tout le secret, comment ça marche, c'est que la moelle osseuse, c'est celle qui est à l'origine aussi de notre système immunitaire. On a parlé des globules blancs, des lymphocytes, vous voyez. Or, le génie, entre guillemets, de ce système immunitaire, c'est qu'il est capable de reconnaître les cellules étrangères. Les cellules cancéreuses, par définition, ce sont des cellules étrangères. Mais les autres cellules du corps, il apprend à les connaître, parce qu'on pourrait se dire, c'est une nouvelle immunité qui arrive dans un corps avec... qu'est-ce qui se passe? Là, vous soulevez vraiment le problème. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les cellules de la nouvelle moelle qui reconnaissent le cancer et l'éradiquent, mais en réalité, elles sont un peu aveugles et elles reconnaissent le reste et elles peuvent l'attaquer. Et c'est là les effets secondaires de la greffe de moelle. Et c'est pour ça qu'il y a des greffes qui ne marchent pas. Exactement. On peut faire le coup combien de fois? On peut faire 2 allogreffes, mais en réalité, on en fait une. Dans des cas particuliers, on peut être amené à faire une deuxième allogreffe. Je croyais que vous en faisiez assez souvent 2. Non, c'est assez rare. C'est que parce que vous êtes un excellent jardinier. Tous les jardiniers se valent. Je crois, en tout cas, je peux parler pour la France. La France, les services de greffe sont tous excellents. On n'ira pas sur ce terrain-là, parce que c'est quelque chose, effectivement, mais c'est vrai qu'il faut que c'est de la haute technologie. Bon, donc, si ça marche, c'est pour la vie? En général, on arrive à guérir les malades. D'accord. Alors, la deuxième partie de cette émission, qui dit greffe, dit don, et là, c'est la semaine nationale de don. Qui peut donner sa moelle? Un homme ou une femme en bonne santé et qui a envie de faire un geste pour sauver une vie qui, en plus, n'a aucune répercussion sur sa santé. Alors, on va y aller tout doucement, parce que il y a un truc un peu différent. On dit, tiens, je donne, et puis après, c'est fini. Non, on va expliquer la démarche. Donc, il n'y a pas de question d'âge, il n'y a pas... Si, bien évidemment, on respecte des âges limites, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'âge avance, les problèmes peuvent arriver. Donc, je suis volontaire, je vais où? Il y a des centres. Déjà, vous pouvez aller sur le site web de l'Agence de biomédecine. Et donc là, il y a des formulaires à remplir. Et puis, en fonction où vous habitez, on va vous orienter. Alors là, la première chose qu'on va faire, c'est juste une prise de sang. Une prise de sang,
un interrogatoire. Oui, pour savoir. Oui. Mais cette prise de sang, jusqu'ici, les gens donnent leur sang, ils savent bien. Mais ça ne s'arrête pas là, mes amis. C'est qu'à partir de ce moment-là, on va être dans un grand fichier. En réalité, grâce à la prise de sang, on va déterminer votre identité génétique, ce qu'on appelle le HLA. Oui. C'est un peu la puce, en fait. On va dire, voilà, tout le monde commence à connaître ça. C'est la compatibilité, donc on est tous différents. On est d'accord. Voilà. Ces informations, si vous êtes éligible et vous êtes validé, vont être rentrées sur le registre français, puisqu'on est en France. Mais le registre français, lui, il est connecté aussi à tous les registres qui existent dans le monde. Et c'est ça la force de cette greffe. De la greffe de moelle, c'est qu'on a aboli les frontières. Oui, tous les pays ont la même... parce que j'ai toujours pensé, appris qu'il y a des pays où on ne donne pas ses organes. Est-ce que là, comment ça se passe? Alors là, ce dont on parle, il faut reconnaître, vous avez raison, on parle, c'est quand même une thérapeutique des pays riches. C'est vrai que là, on parle de l'Europe de l'Ouest, on parle d'Amérique du Nord, c'est là où il y a les plus gros registres. Ouais. Chez les Américains aussi, ils ont un Absolument. registre. Donc, ce registre, il y a combien de noms? Aujourd'hui, on a dépassé 30 millions de donneurs. 30 millions de donneurs qui sont dans le registre. Donc, ce que je ne me souhaite pas, le docteur Lemoine qui a besoin d'une greffe, on va lui faire un prélèvement de sang, on va regarder justement cette carte d'identité, et on va la comparer aux 30 millions. Je dirais les logiciels informatiques vont la comparer. C'est comme les recherches d'ADN, quand on va chercher un criminel quelque part, on finit par le retrouver grâce à ça. Donc là, la réponse va arriver. Est-ce que des fois elle est négative? Oui. Oui, malheureusement, ça peut arriver parce qu'on est tous différents, le HLA est extrêmement varié. Et c'est là une des difficultés où, effectivement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec l'abolition des frontières en général, on va avoir... on a de plus en plus... On peut imaginer qu'on pourrait avoir 1 milliard de noms un jour dans ce dossier-là. La probabilité de ne pas avoir... Quand il y a 100 personnes qui cherchent une greffe, il y en a combien qui vont l'obtenir? C'est quoi le pourcentage? Ça dépend. Quand on regarde les caucasiens, c'est-à-dire en gros les blancs, soyons simples, hein, même si j'aime pas trop cette sémantique, ça peut aller jusqu'à 70%, la probabilité de trouver... Donc il y a 40% de gens qui meurent. Voilà. Par contre, vous prenez un patient noir, un patient, je dirais, dont les parents... Imaginez le scénario. Votre papa, il est chinois et votre maman, elle est africaine. Ben, votre HLA, c'est quand même un mélange des deux. Et là, on ne va pas trouver. Là. Ça va être difficile. Donc les gens meurent quand on ne leur fait pas de greffe. Alors c'est là où il y a eu beaucoup de progrès, puisque aujourd'hui, on est capable de faire des greffes, par exemple, avec les sangs de cordon, le cordon ombilical, dont on a parlé à d'autres occasions. Mais aussi, il y a eu des progrès au cours de ces dernières années où on est capable de faire des greffes à partir des parents ou des enfants. Et là, par définition, vous devinez, on est à moitié compatible. Condition que papa soit bien papa. Hein. C'est toujours un peu un moment délicat. Bon, on va oublier ça. Là, d'un seul coup, le téléphone sonne, je suis donneur, et je ne m'y attends pas. J'ai fait ma prise de sang il y a des années, et on me dit, bien, docteur Lemoine, on a besoin de votre moelle. C'est comme ça que ça se passe. C'est une bonne nouvelle. Alors, attendez, une bonne nouvelle, alors la suite, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est une nouvelle. Et là, à ce moment-là, on va aller me prélever ma moelle. Alors, on va revérifier, parce que vous avez dit, je me suis inscrit il y a plusieurs années. On va revérifier que je peux toujours donner. Exactement. Mais alors, à ce moment-là, on va me dire, alors c'est des dons qui sont hyper rapides, c'est-à-dire qu'on a besoin de la moelle dans les 24 heures? Non, c'est là où c'est très intéressant, c'est quelque chose qui se programme. Donc, ce n'est pas une contrainte pour le donneur. C'est quelque chose qui se programme, qui peut s'organiser. Parce qu'il faut aller à l'hôpital, parce que ça va se faire sous anesthésie générale. Il faut dire la vérité. Il y a deux modalités de dons. Il y a deux modalités de dons. Il y a la première modalité, je dirais, traditionnelle, historique, qui est anesthésie générale et on aspire 400 ou 500 millilitres de moelle osseuse, je dirais pour un adulte. Mais aujourd'hui, le plus fréquemment, il n'y a pas d'anesthésie générale. On donne aux donneurs des piqûres sous-cutanées de ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Ce sont en fait des médicaments qui font sortir la moelle osseuse de l'os dans le sang. Et là, grâce à une machine qu'on appelle la machine de Sita-Ferès, Sita c'est cellules, Ferès c'est collecter les cellules, là vous êtes assis sur... la moelle. On récupère la moelle, vous êtes assis sur un fauteuil,
Vous regardez la télé, vous discutez. On peut espérer que ça va être de plus en plus fréquent, cette méthode-là. Elle est la plus fréquente aujourd'hui, majoritairement. Donc, on n'a pas de conséquences. Hein. La moelle osseuse refait ses stocks assez rapidement. On n'est pas plus fatigué. Et là, après, vous m'avez expliqué tout à l'heure qu'effectivement, là, on est revenu au début de l'histoire. On va aller injecter ça chez le malade. Voilà. C'est gratuit, bien évidemment. C'est un acte totalement gratuit, du moins dans notre pays. Anonyme, bénévole et gratuit. Et c'est toute la grandeur de ce que l'on fait dans notre pays. Vous regardez la caméra là, puis vous dites aux gens qui vous regardent qu'il faut aller donner sa moelle. Je vous écoute. Oui, je ne peux qu'encourager à aller vous inscrire pour le don de moelle parce que ça permet de sauver des vies sans conséquence pour le donneur. Merci beaucoup, professeur Moty. Alors, comme je vous l'ai annoncé, vous aurez le bonheur de revoir le professeur Moty le mois prochain. On parlera peut-être des leucémies le mois prochain ? Allez, on parle des leucémies. Les leucémies, c'est pas mal d'en parler, parce qu'en plus, on peut encore faire un gros cocorico. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas de liker l'émission sur la chaîne YouTube. Fréquence Médicale, c'est très important. Allez, on se retrouve le mois prochain. En attendant, portez-vous bien.